Je remercie pour commencer les organisateurs du festival de m'avoir invité. Je suis très content de participer à cette première édition. C'est vraiment un plaisir. Et puis effectivement, la conférence que je vais faire aujourd'hui porte sur une notion qui est directement liée au nom du festival, à savoir format, et voilà, notion à laquelle j'ai ajouté l'idée de média aussi, dont je vais parler aujourd'hui. Alors la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est une question qui se pose quand on souhaite comprendre et étudier le design graphique, pas seulement en faire l'histoire, mais en fait rendre compte de la manière dont il fonctionne, dont il opère au quotidien. Comment on parle du design graphique d'ailleurs à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est? Donc ça, c'est déjà aussi une question que je me suis posée, que je me pose. Et comment décrire le mode d'action, la manière particulière dont le design graphique s'insère dans la trame de nos existences. Donc, comment le décrire autrement que comme une belle chose à contempler occasionnellement, comme on peut le faire de temps en temps dans un beau livre ou dans un centre d'art. Le design graphique est partout, c'est comme ça que commence c'est par cette phrase que débute le programme du festival, dont vous voyez un extrait ici. Il est partout, mais voilà, à quoi on le reconnaît, comment le distingue-t-on du reste du monde, s'il est partout, et puis que fait-il, évidemment. Et il me semble que ces questions, ou du moins que les réponses qu'on peut donner à ces trois questions, détermine le rôle ensuite que l'on souhaite donner au design graphique au sein de notre société, aussi bien que la manière dont on va expliquer ce rôle au public et à des gens qui ne connaissent pas a priori ce que c'est que le design graphique. Par exemple, on ne donnera pas la même définition de la chose si on répond à la troisième question, le design graphique communique, ou si l'on répond le design graphique crée du lien social, ou si l'on répond, voilà, le design graphique sert à rendre cool des pochettes de disques, par exemple, autre manière de définir le design graphique. Et alors évidemment, l'aspect cool des pochettes de disques est lié à la communication, est lié au lien social aussi. Donc on voit que les réponses qu'on peut donner à cette question sont liées entre elles. Mais en tout cas, il me semble qu'on a là des questions importantes. Alors ma communication sera guidée par deux points fondamentaux de méthode qui sont aussi des intérêts personnels. Tout d'abord, j'ai un intérêt pour des questions assez copieuses, donc on peut dire massives, enfin importantes, questions qui posent a priori des problèmes assez compliqués ou qui portent sur des entités très larges, qui impliquent d'interroger le langage même par lequel nous les appréhendons. Et ces questions touchent souvent à la nature même des choses. Alors, une question de ce type-là, c'est un peu une montagne. On a vraiment envie de la gravir, et puis on essaye plusieurs fois, on y revient. Et puis une fois en haut, évidemment, on aperçoit d'autres questions, d'autres montagnes. Donc évidemment, ça ne s'arrête pas comme ça. On peut donner un exemple avec un exemple de ce type de question avec le philosophe Thomas Nagel. Qui distingue en fait, qui essaye de définir ce que c'est qu'une question philosophique. Et puis il explique que, par exemple, il prend l'exemple d'un psychologue qui cherche à savoir comment les enfants apprennent un langage. Et il se dit, à côté de ça, une question philosophique, ce serait qu'est-ce qui fait qu'un mot peut signifier quelque chose? Donc là, cette deuxième question, par exemple, c'est une question qu'on peut qualifier de massive, de complexe, et puis évidemment passionnante aussi. Alors, je suis pas philosophe, mais évidemment, il y a peut-être quelque chose de philosophique dans le fait de se demander ce que fait le design graphique et par extension ce que font les textes et les images. Puisqu'en se demandant ce qu'il fait, on contribue aussi à définir ce qu'il est et à donner une définition de ce que c'est que le design graphique. Alors, le deuxième point de méthode qui me guide dans cette conférence, c'est une attention portée au sens et au langage, car il me semble, comme l'a montré Wittgenstein, qu'une bonne partie des problèmes que nous posons disparaît en fait dans le simple fait de clarifier le langage dans lequel nous les énonçons.
Le problème ne se situe pas toujours dans le monde, mais souvent il se situe dans la difficulté de nous accorder dans le langage que nous employons au sujet du monde. Donc difficulté de nous entendre sur les mots que nous employons et puis sur le sens que nous donnons à ces termes. Et je pense qu'une partie des enjeux posés aujourd'hui par le design graphique réside dans le sens que nous donnons aux termes que nous faisons entrer dans sa définition. Et donc évidemment aujourd'hui il y a deux termes qui vont vraiment m'intéresser plus particulièrement, c'est format et média. Alors pour entrer dans le vif du sujet, et puis malgré ma propension à poser des questions un peu compliquées, complexes, et donc à me compliquer la tâche aussi, j'ai choisi quand même la facilité aujourd'hui en interrogeant plutôt, en prenant comme point de départ donc le nom du festival, Format, un nom qui attire notre attention évidemment sur la forme, sur l'idée de forme, et puis sur les nombreux dérivés qui occupent une place privilégiée dans l'histoire et la culture du design, et plus précisément du design graphique. Après tout, les graphistes créent des formes ou donnent forme à des idées. On en a entendu parler tout à l'heure avec Véronique. La notion de forme était très présente dans sa présentation d'ailleurs. Et donc il et elle manipulent quotidiennement des formes, des fichiers, des formats de papier. Ils font l'expérience de cette tension qui est souvent discutée entre mettre en forme et mettre les formes. Donc la forme, c'est vraiment un des lieux communs du design graphique. On peut lire d'ailleurs en introduction de l'histoire du graphisme de Johanna Drucker et Emily McVarish, on peut lire cette phrase qui est voilà, placée vraiment sur une double page avec vraiment un espace blanc tout autour. Les autrices nous disent les formes graphiques du design sont des expressions de force qui façonnent nos vies. Donc on voit à quel point ici la forme elle est présentée vraiment en introduction d'une histoire comme un élément fondamental. Notion de forme aussi qu'on retrouve dans cette définition assez connue qui date de 87, donc définition du design graphique. Graphiste généraliste de la mise en forme visuelle. Le graphiste dessine à dessin dans le cadre d'une commande, donc les éléments de graphique d'un processus de communication. Autre exemple, par ailleurs, de définition qui est articulée autour de cette notion de forme. Donc cette fois, c'est plutôt le syndicat national des graphistes, donc 1995. Un professionnel de la communication, artiste-auteur, qui conçoit, met en forme, encore une fois, et coordonne la réalisation d'un processus de communication visuelle. Voici également d'autres définitions du design graphique, cette fois qui sont recueillies par Marcha Emmanuel, dont Véronique Marie a parlé tout à l'heure, et qui sont qu'on trouve dans le catalogue de l'exposition de graphisme d'utilité publique, ou image d'utilité publique plutôt. Donc une exposition qui date de 88, et dans ce catalogue on trouve un certain nombre de définitions qui elles aussi engagent le concept de forme. Voilà, c'est quelqu'un qui met en forme un certain nombre d'éléments, contenu de communication en images. Voilà, on a un certain nombre de définitions. Certaines sont précises, d'autres pas du tout. Et puis par moment, il n'y a pas du tout de définition aussi de ce que c'est qu'un graphiste. On a aussi ce terme transformateur qui est aussi intéressant pour comprendre ce que fait un graphiste. Voilà, donc les graphistes mettent en forme, ou ils mettent les formes, et leur travail semble s'établir sur cette ancienne distinction entre fond et forme, entre contenu et contenant. Mais cette distinction est-elle vraiment utile ? Et finalement, qu'est-ce que la forme peut bien vouloir désigner de spécifique en design graphique ? Alors forme, ça vient de format, c'est objet moulé, moule. C'est lié au grec morphé, probablement par l'intermédiaire de l'étrusque. Donc dans un sens général, la forme, c'est l'apparence sensible, c'est la définition qu'on trouve quand on ouvre un dictionnaire. C'est l'ensemble des traits qui rendent l'identification possible. Ça, c'est Alain Ray dans son dictionnaire historique et étymologique du français. Et on emploie forme donc au sens de contour ou d'apparence,
en esthétique, de modèle, d'aspect, sous lequel se présente un terme. Donc ça, c'est par exemple en linguistique, on utilise pas mal le terme de forme aussi. Et donc c'est un terme particulièrement polysémique qui recouvre beaucoup de notions différentes. Alors on trouve aussi une traduction de ce terme dans le grec eidos, qui est opposé souvent à eidolon. Eidos, idée, voilà, donc ça c'est une définition qu'on trouve chez Platon, voilà, cette opposition entre eidos et eidolon. Donc ça a aussi été une des traductions de forme. Et puis enfin, plus récemment, forme a pu désigner l'organisation conforme à une norme. Donc il y a l'idée de norme, l'idée de manière d'agir selon des règles établies. Et depuis le XVe siècle, on utilise forme au sens de manière courtoise. De là les expressions dans les formes, en bonne et due forme, que vous connaissez bien, qui sont pas très loin de la formalité, de ce qui est conforme, prescrit par la loi ou par des règles. De la même manière, on pense au formulaire ou à la formule. Voici par exemple la cartographie que fait Alain Rey dans son dictionnaire, cartographie de la notion de format, pour vous montrer à quel point cette notion latine s'est distribuée dans tout un tas de termes qu'on utilise aujourd'hui, de termes très différents, voilà, qui touchent à des domaines différents. Ça nous donne un petit peu une idée du potentiel de cette notion. Alors j'aurai évidemment pas le temps aujourd'hui, il ne s'agit pas aujourd'hui de détailler d'explorer toutes ces ramifications. Certaines d'entre elles nous conduiraient, dans le contexte des arts et du graphisme et de la culture visuelle, vers la théorie de la forme ou la psychologie de la forme, Gestalt en allemand, qui se développe à la fin du XIXe siècle et qui s'appuie sur une étude psychologique des modalités de la perception. Donc, pareil, je ne rentre pas en détail là-dedans. En revanche, je l'illustre par quelques exemples, notamment cette affiche d'Elmo qui montre bien comment une forme peut être générée ou produite par un fond, et comment on peut jouer justement sur cette distinction entre fond et forme. Donc là, c'est tout à fait une bonne illustration de ces théories de la Gestalt. Autre illustration assez connue et peut-être même plus familière encore, ce logo FedEx qui inclut une flèche en contreforme justement de deux lettres. Voilà. Alors il y aurait une autre ramification pour explorer ce terme format. Ce serait tout simplement la notion de support et par extension ses dimensions. En fait, tout projet de graphisme, de design graphique commence par quelque chose de nouveau, par un format, voilà. Et puis évidemment du timbre-poste à l'affiche 4x3, le format c'est aussi une surface. Surface qui, en se multipliant, occupe aujourd'hui l'ensemble de notre environnement visuel. Surface, alors c'est ce que relèvent les deux graphistes de Metahaven qui expliquent dans un manifeste publié en 2008, ils expliquent qu'aujourd'hui la multiplication de la surface, ce qu'on appelait auparavant surcharge d'informations, est la nouvelle réalité du design. Et ils nous disent son unité de mesure est virtuelle. Voici la couverture de ce manifeste dans lequel Metahaven ont une sorte de regard critique assez virulent sur l'activité des graphistes et sur la notion de surface. Donc Metahaven nous dit le graphiste ou la graphiste traite de la surface dans les deux sens du terme. Il œuvre dans l'espace du plan, de l'affiche, de l'écran, mais par ailleurs son travail est souvent réduit à l'application de principes formels à des contenus préexistants. Donc il opère à la surface des choses sans les appréhender dans leur profondeur. C'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce qu'explique Metahaven. Donc dans la critique qu'ils font, les graphistes sont des techniciens de surface, des spécialistes de la forme, auxquels échoit l'embellissement d'un contenu préalable. On connaît ça par ce genre de mème qui circule un petit peu sur Internet. Les graphistes sont souvent réduits à embellir les choses ou améliorer un petit peu les choses, et puis ça s'arrête là.
D'ailleurs, il y a une bonne partie de l'histoire du graphisme qui pointe vers cette direction, de la séparation des métiers dans l'imprimerie, jusqu'à l'avènement des templates, ces objets qui procèdent d'un cloisonnement étanche entre fond et forme. Voilà, on retrouve cette idée que le graphiste intervient a posteriori sur des contenus qui ont déjà été faits avant lui, avant qu'il ne donne son avis, et donc indépendamment de la forme. Donc ce cloisonnement entre contenu et forme, entre fond et forme, il me semble aujourd'hui poser un peu problème. Donc mon hypothèse aujourd'hui, c'est que cette idée de forme, elle est hautement problématique. En tout cas, elle est problématique tant qu'on fait reposer la définition du graphisme uniquement sur le concept de forme. Car en fait, elle laisse de côté ce que le graphisme fait, ce qu'il produit sur les acteurs, sur les pratiques sociales dans lesquelles il est inséré. Et donc, pour appréhender ce que fait le graphisme, en dehors de cette idée de forme, il me semble qu'un autre terme peut être intéressant à explorer, c'est le concept de média. Alors, qu'est-ce qu'un média? Là encore, il y a plusieurs choses qui nous attendent pour voilà, parler un petit peu de ce terme. Média, c'est un terme aussi très très équivoque, dont la graphie, la manière même de l'écrire n'est pas tout à fait fixée. En langue française, ça désigne au pluriel souvent les moyens de diffusion de l'information, télévision, journaux, réseaux sociaux, toutes ces entités qu'on appelle souvent, qu'on désigne souvent par ce vocable, médias de masse, traduit de l'anglo-saxon mass media. Et donc, si le terme est souvent utilisé au pluriel, c'est en fait un pluriel français d'un pluriel latin, média, dont le singulier est médium, qui signifie milieu et centre. Donc on voit à quel point déjà il y a une complexité, il y a un glissement sémantique qui se fait, enfin en tout cas dans l'usage de ces termes. Donc en latin, média, le pluriel de médium, et médium est en fait employé donc au Moyen-Âge dans le champ de la logique. Il recouvre le sens du grec métaxou, qui signifie entre deux. Entre deux, plus précisément chez Aristote, un élément indéterminé et intermédiaire qui est requis dans la perception du visible. Ça, c'est le sens de métaxou chez Aristote. Pour autant, médium est lui aussi lexicalisé en français. On utilise aussi médium en français, souvent décliné au pluriel, pour notamment en peinture, en spiritisme ou en musique. Et par ailleurs, on trouve aussi média au singulier, cette fois, pour désigner un support particulier de diffusion de l'information. Donc on voit à quel point ces termes ils sont voilà, très différents, enfin ils sont utilisés dans des cas de figure très différents. La définition de média, elle est mouvante, elle est toujours tiraillée entre des dispositifs techniques, des pratiques culturelles et des systèmes symboliques. Média, ça peut vouloir désigner toutes ces choses-là. Alors évidemment, au XXe siècle, l'avènement des médias de masse a nécessité de conceptualiser tout un ensemble de notions nouvelles. Répétition, duplication, standardisation, effacement des distances et diffusion de l'information, surtout lorsqu'elle se trouve en prise avec la technique. Et on peut décrire cette conceptualisation progressive après-guerre dans les années 1950, au moment du développement de la cybernétique et de la théorie de l'information. Donc à ce moment-là, les médias sont associés au nom de ce personnage que vous connaissez certainement, qui est Marshall McLuhan, qui voilà, c'est vraiment illustré dans cette étude des médias dans les années 50, 60 et 70. Donc la voie était ouverte en fait à partir de cette période. La voie était ouverte donc pour décrire le médium comme un prolongement technologique de l'homme. Ça c'est le sous-titre de ce livre de Marshall McLuhan, comprendre les médias en français. Et donc un prolongement technologique qui incluait pour Marshall McLuhan non seulement les médias de masse, hein, comme on l'a vu, mais aussi la lumière et l'énergie électrique. Alors comment McLuhan peut dire que la lumière est un média ? Eh bien, rappelez-vous, les médias sont des milieux
comme le dit leur étymologie latine, ce sont des entre-deux, des espèces d'environnement qui se situent entre deux choses. Les médias sont donc des intermédiaires. Alors pour comprendre ça, on peut trouver une définition plus large du concept de média dans un ouvrage publié en 1926 par ce personnage, Fritz Heider, qui est un psychologue américain né en Autriche à la fin du XIXe siècle et qui est proche d'ailleurs des théories de la Gestalt dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans son ouvrage, donc Chose et médium, ça c'est le titre de son livre, donc Fritz Heider cherche à définir le médium de la manière la plus fondamentale possible, en considérant que, et ça c'est cette idée-là qui est importante chez lui, il pense que le médium ce n'est pas une chose, le médium c'est ce à travers quoi nous pouvons appréhender les choses. Alors ce qu'il dit plus précisément, c'est qu'il explique que nous n'appréhendons pas que des choses qui entrent en contact, dans un contact immédiat avec notre épiderme, mais bien souvent nous appréhendons une chose à travers une autre. Donc cette idée, elle est assez importante chez Fritz Heider et elle est assez importante pour comprendre fondamentalement ce que c'est qu'un média et pour comprendre le concept de médium. Et après tout, si on y réfléchit, cette idée, elle est valable pour la plupart des choses que nous percevons. D'ailleurs, le son n'est possible que parce qu'il y a de l'air. Et ce soir, vous m'entendez dans cette pièce parce que l'amphithéâtre est rempli d'air. Le son, c'est la vibration mécanique d'un fluide, c'est la vibration mécanique de l'air qui est entre moi et vous. Et donc l'air est un média, au sens de Fritz Heider, et au sens aussi de McLuhan. Et donc c'est pas étonnant de trouver les premières réflexions sur le médium dans les travaux d'un psychologue, bien avant ces usages récents en communication et en théorie des médias. Donc pour Heider, le médium est hétéronome, il est une condition de possibilité de l'information, mais finalement il n'y a aucun sens à imaginer, à isoler le médium, à en faire quelque chose d'autonome, c'est pour ça qu'il est hétéronome. Il n'y a aucun sens à considérer le médium indépendamment de l'information qu'il transporte. Il nous dit aussi les processus médiaux n'ont d'importance que dans la mesure où ils sont attachés à quelque chose d'important. Pris en eux-mêmes, avec un S à même, que j'ai oublié, généralement ils ne sont rien. Voilà. Donc le médium ou la médialité, elle est invisible en tant que médium. C'est ce qui fait dire à Emmanuel Aloha, qui a traduit Heider en français, que lorsqu'un médium s'acquitte de sa tâche, c'est-à-dire lorsqu'il remplit bien sa fonction, lorsqu'un médium est efficace, lorsque ça fonctionne, eh bien, le médium se fait oublier. Le nageur oublie l'eau de la piscine, le lecteur ne voit pas la typographie, et le locuteur ou la locutrice ne pense plus à la manière de parler ou aux règles de grammaire lorsqu'il ou elle s'exprime. Donc Aloha dit que cette invisibilisation n'est pas automatique, mais qu'elle procède d'un oubli volontaire. Donc on oublie volontairement les médias qu'on utilise, y compris la langue elle-même. Quand on parle, on ne pense pas, normalement, quand tout se passe bien, à la manière dont on parle. Et même, on pourrait même dire que si on commence à y penser, c'est le début de la fin, quoi. C'est des problèmes qui peuvent se poser. Voilà. Si on commence à réfléchir à toutes les règles de grammaire qu'on mobilise au moment où on fait une phrase, ça peut être assez compliqué. Donc, d'une part, les médias ne sont pas autonomes, ils dépendent d'autre chose. Et d'autre part, lorsqu'ils font bien leur travail de médias, ils sont invisibles. Et enfin, les médias sont nécessaires pour entrer en contact avec autre chose que nous-mêmes. Et d'ailleurs, au début de sa théorie des médias, le théoricien des médias Dieter Mersch nous dit qu'il y a des médias parce qu'il y a de l'altérité. C'est la première phrase même de cette théorie des médias, ça commence par ça. Il nous dit pourquoi il y a des médias qui existent autour de nous, parce qu'il y a de l'altérité, parce qu'on n'est pas seul au monde, il y a autre chose que nous-mêmes. Et donc l'expérience intuitive que nous avons des médias, elle est liée au fait que nous ne pouvons pas appréhender quoi que ce soit sans un milieu, sans un média ou sans un moyen particulier. Ce milieu peut être naturel comme l'air, ou bien hautement artificiel comme l'écriture ou la parole, ou la pensée, dans le cas de la pensée, pardon. Et finalement, toute la variété des définitions extensives des médias comme milieu ou support de transmission
elle trouve son origine dans cette idée. Rien n'est perçu, compris, entendu, observé sans médium, c'est-à-dire sans milieu ou moyen intermédiaire. On trouve aussi cette idée chez la philosophe Sibylle Kramer, qui nous parle de transmission. Et elle nous dit que pour la transmission, c'est pareil, on a toujours un vecteur de transmission. Les anges, les virus, voilà, en psychanalyse, ce sont les sentiments qui sont transférés. L'argent transfère la propriété, les traductions transposent les langues, les témoins transmettent un savoir grâce à la confiance qu'on a en eux. Donc on voit à quel point cette idée de transmission et de médiation touche à finalement un grand nombre d'activités humaines, si ce n'est la majorité. On pourrait d'ailleurs ajouter au début de cette liste la figure mythique du messager, Hermès, que vous voyez ici, guide des âmes aux enfers et aussi protecteur des voyageurs, qui est vraiment cette figure de la médiation et de la transmission. Donc la distance et l'altérité auxquelles nous sommes confrontés, nous les humains, rendent nécessaire ce phénomène étrange qui est la transmission, la médiation, dont la communication finalement n'est qu'un cas particulier. Alors pour résumer cette brève présentation du média, on peut dire que c'est un intermédiaire nécessaire pour appréhender toute forme d'altérité, pour franchir le temps et la distance. Et que paradoxalement, c'est ça le paradoxe des médias qui est intéressant, paradoxalement, pour que la médiation fonctionne bien, cet intermédiaire doit demeurer invisible, transparent, aussi transparent qu'un cristal, par exemple. Alors, aux oreilles des graphistes qui sont dans la salle, le cristal, ça devrait peut-être évoquer une figure connue, et notamment cette personne-là, Béatrice Ward, qui en fait est connue notamment pour avoir tenu un discours en octobre 1930 à Londres devant une assemblée de typographes, dans lequel Béatrice Ward propose une métaphore qui a été beaucoup relayée, beaucoup utilisée dans l'histoire de la typographie par la suite. Cette métaphore, elle est reprise dans ce livre-là, dans un essai publié 25 ans plus tard, sous le titre The Crystal Goblet or Printing Should Be Invisible. Le verre en cristal ou le gobelet de cristal où la typographie devrait être invisible. C'est le titre de son essai. Et cette métaphore, elle apparente la typographie à un verre en cristal utilisé pour déguster un vin. Et elle nous dit, Béatrice Ward, de la même manière que le verre, transparent et fin comme une bulle, laisse s'exprimer les propriétés du vin sans les altérer, de la même manière, la typographie devrait s'effacer au profit du sens du texte qu'elle donne à lire. Donc pour Béatrice Ward, la typographie doit être transparente parce qu'elle doit laisser passer sans résistance, je dirais, les pensées de l'auteur qui s'exprime. Alors à l'époque, Béatrice Ward, elle est engagée en faveur d'un nouveau traditionnalisme, c'est une formule de Robin Kinross, avec Stanley Morrison, et cette idée, elle est vraiment extrêmement présente dans la typographie anglaise de l'époque. L'idée, c'est que la typographie n'est jamais aussi efficace que quand elle disparaît, elle se fait oublier dans l'acte de lecture. Ward nous dit, un caractère typographique bien employé est invisible en tant que caractère typographique. C'est un véhicule transparent des mots et des idées. Voilà, plus loin, elle nous explique, la typographie transmet et transporte la pensée, les idées, les images d'un esprit à l'autre. Alors qui dit transport dit aussi distance, écart, différence. La typographie transporte les idées, car c'est un média, évidemment. Et nous l'avons vu, les médias sont des moyens de franchir les distances. Mais cette distance, la typographie et même le design graphique peuvent aussi chercher à la faire disparaître, ou du moins à la réduire au maximum. Ainsi, le verre en cristal véhicule la pensée, pour reprendre les termes de Ward, mais en véhiculant la pensée, il nous fait oublier le trajet qu'on parcourt. Dans ce sens, on peut voir ce verre un peu étrange, comme une illustration caricaturale d'un média absolument transparent, comme une sorte de figure impossible à ranger parmi les obsessions modernes. Il y en aurait d'autres à donner.
Et dans l'histoire du design graphique, la modernité, c'est précisément une période où on cherche à s'en tenir à une sorte de froideur objective, à ce qu'on a appelé une Sachlichkeit. Sachlichkeit, ça vient de die Sache en allemand, la chose, qu'on a traduit en français par objectivité. Et donc la Sachlichkeit, elle caractérise d'ailleurs une partie de la typographie de l'époque, pas tant même la typographie anglaise, mais plutôt peut-être même la typographie suisse ou allemande. Et elle caractérise aussi la peinture ou la typographie ou la photographie pardon de l'époque. On le voit ici avec des vers peints par Anna Orr en 1927. Anna Orr qui est visiblement aussi intéressée par cette question de la transparence et qui est beaucoup plus connue pour ses collages, mais en même temps cette toile est assez intéressante à observer. Donc la typographie moderne, le graphisme moderne et dans une certaine mesure la représentation moderne cherche la transparence. Mais en fait la transparence, elle a toujours fondé notre rapport aux médias et reste au cœur des représentations que nous nous faisons du design comme de la technologie. J'illustre ça avec cette image, mais on peut aussi l'illustrer avec cette publicité pour Apple. Apple qui nous dit nous pensons que la technologie atteint son summum lorsqu'elle devient invisible quand vous ne pensez qu'à ce que vous faites et non à l'appareil avec lequel vous le faites. L'iPad illustre parfaitement cette idée. C'est une fenêtre magique qui peut devenir tout ce que vous voulez qu'elle soit. Alors fenêtre magique, on en voit une illustration dans ce dessin d'Alex Gregory pour The New Yorker. En cherchant à abolir les distances ou à devenir invisible, la technologie nous conduit à confondre les images avec le monde lui-même, ou à prendre le monde lui-même pour une image. Ce n'est pas de la haute définition, c'est une fenêtre. Voilà, le personnage qui explique à l'autre, qui prend ça pour une superbe image, super bien définie. Non, c'est juste une fenêtre, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais bon, la fenêtre, c'est aussi un média, hein, on est d'accord, hein, mais voilà, c'est juste pas le même type de média. On peut rappeler aussi que Beatrice Ward avait d'ailleurs employé la fenêtre comme une autre métaphore dans son texte, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure. La fenêtre, nous dit-elle, située entre le lecteur assis à l'intérieur de la pièce et le paysage des mots de l'auteur. Donc deuxième métaphore, hein, on n'est plus dans le verre en cristal, et c'est aussi utilisé par Beatrice Ward pour parler de cette transparence typographique. Donc la transparence n'est pas propre à la typographie moderne, c'est une propriété générale des médias. Et l'immédiateté avec laquelle nous entrons spontanément en rapport avec le monde n'est finalement peut-être qu'un effet de transparence produit par les médias eux-mêmes. Ou pour le dire autrement, il n'y a rien de plus médiatisé que notre relation au monde, un monde que nous appréhendons cependant sous le signe de l'immédiateté. Alors une dernière illustration de cette idée se trouve dans l'ouvrage classique que McLuhan a conçu avec le graphiste Quentin Fior, donc en 1967. The Medium is the Message. En français, ça a été traduit par message et massage. Et donc, contrairement au foisonnement visuel de l'ensemble du livre, hein, si vous avez ouvert ce livre, il est hyper intéressant du point de vue graphique. Il y a énormément de jeux sur la typographie, la mise en page, la composition. Enfin, c'est très très riche. Et donc, on a au milieu de ce foisonnement visuel, on a à un moment donné une double page que vous voyez au centre de l'écran, sur laquelle est écrit voilà, les environnements sont invisibles. Leur fondation, leur structure ambiante et leur suprastructure échappent à la perception immédiate. Encore une belle illustration de ce que c'est que la médiation. Altérité, distance, franchissement. Le média a quelque chose à voir avec la représentation, avec la délégation. Il fait passer quelque chose ou il nous permet d'accéder à quelque chose qui est distant ou qui est tout simplement absent. Et de là, toutes les définitions de l'image qui sont construites sur l'idée que l'image met en présence quelque chose qui est absent. Là, je détaille pas cette idée, mais il y a beaucoup de chercheurs qui définissent les images de cette manière-là. Et donc, ce faisant, le média s'efface au profit du monde avec lequel il nous met en contact. Alors, j'ai donné tout à l'heure une définition du design graphique au prisme du format.
Donc le design graphique, c'est une mise en forme, c'était cette définition-là qu'on avait. Voici une définition médiale du design graphique. Donc au prisme du média, cette fois, le design graphique est toujours autre chose que le design graphique. Car en rendant visible, le graphisme lui-même s'invisibilise, il détourne et déporte systématiquement notre attention vers autre chose. Donc je ne vois pas un logo, je vois une institution, je ne vois pas une affiche, je vois un personnage politique, ou je ne lis pas un livre, je lis un auteur. Donc dans ce sens-là, on est toujours ailleurs que dans le design graphique lui-même. Le design graphique ne porte pas sur le lisible ou le visible, mais comme l'a très bien dit Annick Lantenoy, sur l'organisation des conditions du lisible et du visible. Cette distinction, elle est assez bien relevée par Annick Lantenoy. Dès lors, comment faire pour comprendre les médias graphiques? C'était la question de McLuhan. Comment faire pour les observer, mettre en évidence leurs effets politiques, leurs actions sociales, si justement nous ne pouvons pas les voir ou si nous ne pouvons pas les voir précisément au moment où ils jouent leur rôle de médias. C'est-à-dire comment faire pour attraper ces choses qui nous échappent, comment faire pour voir ces conditions du lisible et du visible. Alors le théoricien allemand des médias Dieter Mersch, dont j'ai parlé tout à l'heure, il suggère que la médialité du médium, donc de par son caractère donc insondable, ne peut apparaître que en négatif. Et il explique, donc il emprunte un peu une terminologie à Wittgenstein, dont j'ai parlé aussi au début de la conférence. Il dit que cette médialité, elle ne peut pas se représenter, elle ne peut que se montrer. On peut représenter beaucoup de choses, mais certainement pas les conditions mêmes de la représentation. C'est cette idée qu'il y a derrière. Nous pouvons en revanche les montrer, et puis c'est cette idée que Dieter Mersch explique dans son ouvrage. Aucun médium ne peut communiquer sa propre médialité, parce que la forme de la communication ne saurait être elle-même communiquée. Dans la communication efficace, le médium disparaît. Donc si le design graphique est toujours autre chose que le design graphique, comment mettre en évidence ce qu'il fait en tant que média? Comment montrer ses effets politiques? Comment les expliquer et les présenter? Alors je terminerai par une dernière partie de cette conférence en évoquant deux pistes pour répondre à cette question. Donc, en montrant deux voies dans deux directions opposées qui peuvent peut-être permettre de résoudre cette difficulté. La première voie, elle est tournée vers le médium lui-même. C'est finalement la manière la plus intuitive de montrer la médiation à l'œuvre. Elle consiste en fait à examiner des images d'images, des cas particuliers d'images qui exhibent la propriété qu'elles ont d'être une image. Alors ces images, il y a un théoricien des études visuelles qui s'appelle William John Thomas Mitchell qui les appelle des méta-pictures. Méta, ça vient du grec au-delà, après. Et donc méta-picture, donc effectivement l'histoire de la peinture est assez familière de ces dispositifs sur lesquels je vais pas trop m'attarder. Je peux en montrer au moins quelques-uns, mais voici par exemple un tableau de Magritte qui était assez intéressé par ces moments où tout d'un coup on a affaire à une sorte de mise en abîme, de représentation de l'image par elle-même. On peut même s'amuser à mettre cette image elle-même en abîme avec ce qui se passe quand on est en train de la regarder. Voilà. Donc on a bien affaire là à une métapicture, à une image qui parle elle-même des images. Alors dans le domaine du design graphique, on rencontre aussi des métapictures dès lors qu'il est question de parler du graphisme lui-même. Par exemple ici, lorsqu'il est question de concevoir une affiche pour une exposition de graphisme, donc avec cette affiche de Frédéric Techner, montrer le graphisme lui-même, c'est montrer un cadre, montrer une bordure, montrer quelque chose qui n'est pas au centre, parce qu'au centre, il n'y a plus rien. Ou du moins, au centre, il y a quelque chose qui, pour une fois, n'est pas censé occuper le centre de notre attention. Le centre est vide car le sujet est ailleurs. Mais rappelez-vous aussi cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, on a là aussi une double page qui est censée nous parler de design graphique et qui vide le centre de son contenu habituel. Voilà. Voici aussi la quatrième de couverture de la traduction de Ways of Seeing de John Berger chez B42.
sur laquelle on trouve aussi une mise en abîme, parce que l'éditeur a choisi de reproduire la quatrième de couverture tenue en main de l'édition originale. Donc je propose moi-même une mise en abîme en la tenant en main aussi, histoire de compliquer les choses. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer quelques exemples comme ça de mise en abîme et de mise en évidence du média lui-même. Ce procédé se limite évidemment pas à l'image. On en trouve des exemples dans le domaine typographique. Voici par exemple l'identité visuelle du CAPC de Bordeaux, enfin l'ancienne identité visuelle, 1985, réalisée par Total Design, et dans laquelle l'identité cite elle-même le caractère qu'elle utilise comme identité, à savoir l'univers, en disant, voilà, notre logo c'est l'univers, et puis on vous montre l'ensemble des glyphes, des caractères qui composent ce caractère typographique. Donc on vous dit, voilà, on n'a pas de logo, enfin on a quand même un logo, mais c'est l'univers lui-même, avec un jeu évidemment sur les échelles, plutôt ambitieux d'ailleurs, sur cette identité visuelle. Donc on peut s'amuser longtemps avec ce genre de systèmes graphiques qui prennent à chaque fois la médiation elle-même comme un sujet pour parler de graphisme. Mais je vous disais, il y a une seconde voie qui se présente, et cette voie, elle se présente cette fois si nous déportons notre attention non plus sur le média lui-même, mais sur ses usages, sur la manière dont le média est employé et utilisé. Cette voie, elle est empruntée par la sociologie pragmatique, pour étudier non pas des formes graphiques, mais des pratiques sociales. Et il s'agit de la notion d'épreuve qui est chère aux sociologues, enfin en tout cas à certains sociologues qui s'intéressent à ce que c'est qu'une épreuve. Alors qu'est-ce que c'est qu'une épreuve ? Une épreuve, c'est un rapport de force, c'est aussi ce qu'on peut décrire comme un problème à résoudre. Voici ce qu'en dit Cyril Lemieux. Il nous dit l'épreuve est la remise en cause de la prétention d'une entité, humaine ou non, à représenter quelque chose d'autre qu'elle-même. Alors, le monde social est constitué de liens de représentation ou de délégation. C'est déjà ce qu'observent ces sociologues. Un syndicaliste ou un personnage politique représente une communauté d'intérêts. Un médecin représente une partie du savoir médical. Une parole représente une idée, un objet technique représente ce que Bruno Latour appelle un programme d'action. On a affaire à chaque fois, dans le monde social, à des représentations ou à des délégations. Mais dans certaines circonstances, ces représentations sont en crise. Le politique est désavoué, la parole est remise en cause, l'objet technique ne fonctionne plus. Dans tous ces cas-là, on a une crise qui représente en fait pour les sociologues, aux yeux des sociologues, des épreuves qu'on va pouvoir étudier et observer. Alors en matière de design graphique, on sait à quel point la représentation c'est quelque chose qui est à la fois esthétique et politique. Le design graphique représente dans les deux sens du terme, au sens esthétique et au sens politique. Car le design graphique touche à des questions de forme, mais il est aussi étroitement inséré dans des pratiques sociales. Donc, quelles épreuves observer lorsqu'il s'agit de design graphique ? Qu'est-ce qu'on peut observer ? Quelles sont les crises de la représentation qu'on peut étudier ou voir à l'œuvre en matière de design graphique ? Eh bien, il suffit de penser à ces situations où le graphisme ne marche plus, à ces moments où il ne représente plus celles et ceux qu'il était censé représenter, ou au moment où la médiation graphique est interrompue. On peut donner un premier exemple assez évident de médiation interrompue, pour rester d'ailleurs dans le domaine de la typographie. Il suffit par exemple d'inverser le dispositif du verre en cristal. J'ai beaucoup parlé de transparence avec le verre en cristal, mais imaginez que la métaphore cette fois soit celle d'un gobelet en plastique par exemple. Qu'est-ce que c'est un gobelet en plastique en matière de typographie ? C'est du faux texte. Est-ce que c'est pas par exemple ce qui se passe quand les graphistes utilisent du faux texte pour faire une maquette ? Ils cherchent non plus à communiquer la parole de quelqu'un, mais ils cherchent au contraire à attirer notre attention sur la forme du texte, sur la forme des lettres, sur la typographie, etc. etc.
Et on peut voir un très bon exemple de faux texte dans ce livre de Josh Grotens, qui est publié en 2010 et qui est conçu comme une présentation de 10 années de création éditoriale de son studio. Donc ce livre, il est organisé en 3 parties qui présentent les ouvrages de Josh Grotens. Donc c'est essentiellement des atlas et des livres qui traitent de questions politiques, géographiques ou économiques. Alors les 2 premières parties sont organisées selon un système analytique assez complexe qui passe par la visualisation de données. Voilà, donc je vous parle pas de ces 2 premières parties, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la 3e partie qui présente des reproductions de quelques pages des livres de Grotens qui sont reproduites à l'échelle 1 et dans lesquelles Grotens a remplacé tout le texte par du faux texte. Et il explique ici, ça c'est la page de garde de cette 3e partie, il explique le procédé qu'il a employé. Alors en fait, Grotens a fabriqué son faux texte en inversant tout simplement l'ordre des lettres de chaque mot. Il a fait tourner un script, enfin j'espère pour lui, et donc qui a inversé toutes les lettres des mots, de sorte qu'on n'arrive plus du tout à lire ou à comprendre en tout cas ce qui est raconté. Donc de loin, nous voyons un texte que de près, nous ne pouvons pas lire. Car Grotens ne veut pas que nous lisons, il veut que nous regardions la mise en page, la typographie, la composition, les harmonies colorées, etc., etc. Il le dit d'ailleurs dans sa présentation, il dit « j'ai essayé de neutraliser les pages en plaçant les textes dans l'ordre inverse. Neutraliser les pages. » Donc il veut que nous fassions attention à un ensemble d'éléments qui sont habituellement situés en dehors du champ de la perception du lecteur. Pour autant qu'on reste concentré sur ce qu'on est venu chercher dans la lecture, à savoir la pensée d'un auteur. Donc comment donner à voir le travail d'un graphiste alors qu'il est lui-même supposé disparaître dans l'usage de ces objets que sont les livres, les typographies, logotypes, identités visuelles, etc. Et bien pour nous montrer son travail, Grotens a dû opacifier le texte. Excusez-moi, j'ai un peu traîné sur la diapo d'avant. Voici ce que ça donne en fait. Voici concrètement ces doubles pages dans lesquelles Grotens a opacifié le texte. Il les a rendus voilà, donc illisibles pour attirer notre attention sur la médiation elle-même et sur le graphisme. Donc le faux texte, c'est un des artefacts qui permet aux graphistes d'exiger de leurs lecteurs qu'ils ne lisent pas, qu'ils se concentrent sur ce qui n'est supposément pas essentiel. C'est un artifice employé pour rendre un texte opaque, c'est-à-dire pour fixer l'attention du lecteur ou de la lectrice sur la forme des lettres plutôt que sur ce qui est écrit. Donc c'est une manière oblique de montrer la médiation à l'œuvre. De la même manière, l'univers des graphistes ménagent une place particulière à ces objets par défaut auxquels on pourrait ajouter dans le registre du faux texte les pangrammes. Vous voyez ici un pangramme, c'est un énoncé qui vous présente toutes les lettres de l'alphabet, qui est aussi destiné à voir la forme des lettres, à attirer l'attention sur la forme de la police de caractère. On pourrait aussi parler des maquettes en blanc, des nuanciers, des échantillons de papier. Tous ces procédés-là sont censés rendre visible ce qu'habituellement nous ne voyons plus. Ce sont des manières de reconduire le design graphique à ses propriétés matérielles en interrompant brusquement la relation symbolique, en interrompant la médiation qu'il permettait d'établir. Alors, au-delà de cet exemple, il y a bien d'autres médiations en crise qui se présentent à nous au quotidien, et je conclurai là-dessus. Le simple fait que les caractères typographiques aujourd'hui fassent l'objet de dessins qui visent à mieux représenter le genre féminin, donc ça montre que la représentation typographique pose elle-même problème. Donc on a aussi affaire ici à des épreuves, c'est-à-dire à des moments où la médiation est remise en question, où on interroge la manière même de transmettre une idée, et le média lui-même par lequel ces idées sont transmises. Mais on peut penser aussi à d'autres exemples, lorsqu'une identité visuelle par exemple ne fonctionne plus, donc ça illustre les moments où la médiation est réinterrogée. Je pense aussi à ces choses qu'on appelle des dark patterns. Ce sont des interfaces qui faussent le choix donné à l'utilisateur.
C'est-à-dire, c'est des moments où la médiation contredit ou contrefait la logique visuelle qu'on nous propose. Dans cet exemple, on le voit, il y a une sorte de cheveux qui est mis sur l'annonce publicitaire, si bien qu'en fait, quand l'annonce apparaît, on a envie de balayer, on a envie de l'enlever avec le doigt, puis en fait, on clique dessus. Voilà, on clique sur l'annonce. Donc, typiquement, c'est des procédés qui existent et qui jouent justement sur ces questions de médiation, ou qui exploitent justement l'opacité de l'image et non plus sa transparence pour arriver à leur fin, à savoir vous faire acheter ces magnifiques baskets. On pense aussi à des exemples de visualisation de données qui peuvent être trompeuses. Là aussi, c'est des moments où la médiation elle force une interprétation différente. Vous voyez, dans l'exemple de gauche, par exemple, ça c'est un exemple que j'emprunte à Ruben Pater, à son excellent livre sur The Politics of Design, qui fourmille d'exemples de ce type-là. Il nous montre, voilà, à gauche, un graphique qui commence comme par hasard à 34. Voilà, bon, c'est bien, c'est pratique, mais sauf que ça fausse complètement l'image qu'on a de l'écart entre ces deux éléments. Et puis, dernier exemple vraiment d'actualité qui montre à quel point la médiation est un phénomène politique. Ici, il ne reste plus que le média, plus que le support. Et on voit que malgré le fait que sur ce support, il n'y a plus rien, ce que vous voyez ici, c'est une manifestante arrêtée en Russie pour avoir exprimé son mécontentement. Exprimer son mécontentement simplement en montrant une feuille blanche. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas écrit je suis contre voilà, l'opération spéciale. Voilà. Une simple feuille blanche dans un espace public, dans un contexte particulier, peut signifier des choses lourdes de sens. Donc on voit à quel point ici, la médiation, elle est aussi importante. Donc, en interrompant la médiation, en opacifiant ce qui était jusqu'à présent transparent et qui tombait sous le sens, ces différents exemples mettent la représentation graphique à l'épreuve. Soudainement, ces formes invisibles reviennent au premier plan et peuvent faire l'objet d'une controverse, d'une contradiction sur ce que doit faire ou non un média. Alors, on a parlé aujourd'hui de ces questions de format et de médias qui me semblent fondamentales pour comprendre ce que c'est que le design graphique. Et je pense qu'un des enjeux de la réflexion sur le design graphique consiste à le sortir de l'état dans lequel il est maintenu par sa condition de média. Cet état, c'est un état d'invisibilité, un état de transparence un peu fantomatique, parce que le design graphique est invisible sur plusieurs plans. Alors il est invisible en tant que métier, on sait à quel point c'est un métier qui est méconnu du grand public, qui est souvent réduit à une simple esthétique que tout un chacun pourrait produire à l'aide de logiciels qui sont largement démocratisés, on le sait. Et le design graphique est aussi invisible en tant qu'objet. Il est invisible parce qu'il est impliqué dans d'innombrables situations quotidiennes qui sont précisément fondées sur cet oubli volontaire si bien décrit par Fritz Heider. Lorsque tout se passe bien, le graphiste nous fait méconnaître la distance sur laquelle il se fonde. D'un simple formulaire administratif à une identité visuelle mondialement diffusée, le graphisme nous fait oublier l'écart singulier dont il procède pour nous mettre en contact avec autre chose. Il peut alors se présenter sous un autre visage, comme toujours autre chose que du design graphique. Donc on a cette impression d'immédiateté dans nos interactions quotidiennes. Immédiateté car supposément sans médias, sans médiation. Or la médiation est à l'œuvre dans chacune des situations graphiques dont nous pouvons faire l'expérience. Et il me semble que décrire les effets politiques du design graphique passe par une remise au premier plan des nombreux rôles qu'il peut avoir en tant que média au sein du monde social. Et donc je terminerai là-dessus et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si jamais il y a des questions, je veux bien y répondre. Ou pas, comme vous voulez.
Oui, j'entends. Ouais. Merci beaucoup, Vivien. J'avais une question. En t'écoutant, je me demandais dans quel cadre de pensée ou quels objets tu regardais en particulier. Parce que c'est vrai que il y avait beaucoup de verbes assez dogmatiques et qui me semblaient hérités d'une position moderniste, alors qu'en fait, enfin, je sais pas si on regarde le travail, je sais pas, d'un David Carson ou d'un Firfunf. En fait, pour moi, il y a une dimension culturelle qui est inhérente à la pratique du design graphique, qui ne fait pas que passer, mais qui transforme aussi, et qui s'affirme quelque part en tant qu'auteur, et qui véhicule tout un tas d'idées qui sont d'un autre à un autre, enfin qui viennent s'ajouter au message lui-même et qui parlent, on va dire, à distance ou en tout cas de sa propre condition et de son propre positionnement d'auteur. Donc quelque part, comment est-ce que tu vois cette dimension culturelle que vient apposer le design graphique? Et à mon avis, ça ne se joue pas uniquement dans les objets qui sont réflexifs, comme les spécimens de caractère, comme le livre de Grotens, enfin voilà, ça se joue à mon avis dans tous les champs d'intervention du design graphique et même pour les modernes, parce que cette volonté de transparence, on va dire que c'est une forme d'idéologie, mais on sait bien que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien dit que le verre en cristal, on pouvait le ranger dans les obsessions modernes, et c'est évidemment une caricature, hein, c'est un pôle extrême. Et par ailleurs, les graphistes eux-mêmes ont souvent des messages à faire passer, ils ont des idées à faire passer. Et donc c'est pour ça que, effectivement, les graphistes que tu cites ont eux-mêmes des idées à transmettre, à faire passer, qui des fois entrent en concurrence avec d'autres messages ou pas, selon les collaborations, c'est ce qui se passe dans le cadre d'une commande. C'est-à-dire une commande, c'est une discussion entre un graphiste et un commanditaire, mais c'est une discussion aussi sur les termes de la commande et sur la marge de manœuvre qu'aura ou pas le graphiste. Marge de manœuvre minimale, voilà, on sait ce qui se passe. Et marge de manœuvre maximale, ça donne aussi d'autres choses. Donc effectivement, il y a toute la gamme des possibles est présente. Enfin, on l'observe. Et là, tu as cité des gens qui s'affranchissent largement de certaines contraintes ou qui sont dans un rapport très libre à la commande aussi, ce qui existe tout à fait, ce qui fonctionne. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres situations qui sont plus contraintes et qui effectivement suppose de voir un petit peu où se situent les discours, enfin comment ils entrent en concurrence, où ils coexistent au sein d'une même proposition. Ouais. Donc oui, très bonne remarque. Enfin, et puis ce serait très bien de voir en plus de citer ces auteurs dans le fil de ces exemples-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Merci. Quand je suis dans un supermarché et que je dois choisir entre 2 paquets de café, bon, il y a le prix, il y a plein de choses, mais il y a aussi le graphisme qui joue dans mon achat. Et à ce titre-là, il me semble visible, justement. Voilà. Enfin, c'est par rapport à la question d'invisible ou... Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Justement, les gens qui font des paquets de café jouent là-dessus, enfin, sur la visibilité ou non de ce qu'il y a en plus du café. Enfin, on voit, on peut imaginer un cas extrême où tous les articles d'un supermarché seraient sur fond blanc, typographiés je sais pas, en Arial noir, voilà. Tout serait au même niveau. J'ai en tête des images comme ça que j'aurais pu vous montrer. Mais effectivement, le fait est que les marques elles-mêmes jouent là-dessus, donc sur l'épaisseur du média et sur ce que va amener ce que va amener en plus le graphisme par rapport à ce qui est écrit. Donc tout à fait, ouais, c'est visible. Après, entre le fait que ce soit visible et le fait que ce soit pensé, conscientisé par la personne qui achète le café, bon là il y a encore des marges de discussion. On peut se dire que on a tendance peut-être à acheter des fois son café un peu automatiquement sans faire trop gaffe à ça, et puis en fait finalement on est quand même influencé par la forme de
de la typo, par les couleurs, etc. Donc voilà, mais c'est effectivement des exemples tout à fait pertinents. Ouais. Ouais. Eh bien, on s'arrête là. Merci.